même si ça va faire l'objet d'un point dans l'ordre du jour, je tenais quand même à souhaiter la bienvenue à Mathieu Augereau, pour qui c'est le premier conseil municipal. Donc bienvenue au sein de l'équipe municipale de Saint-Hermine. On va commencer par désigner un secrétaire de séance. Donc est-ce que Stanislas Pascro est d'accord? D'accord, je te remercie. Approbation du compte rendu de la séance du 7 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. J'ai oublié les procurations. Donc en procuration, j'ai Virginie Brunet, qui, ça arrive en retard, c'est pas trop, donc qui a donné une procuration à Madame Catherine Ménard. Madame Céline Pubert, qui a donné procuration à Francis Beaufour, et Delphine David, qui s'excuse et qui n'a pas donné de procuration. Donc je reprends, est-ce qu'il y a des remarques concernant le compte rendu de la séance du 7 septembre? Non. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, organisation de la municipalité, donc le premier point, installation d'un nouveau conseiller municipal. En application de l'article L270 du Code électoral, qui stipule le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant. Le conseil municipal a été à la suite de la démission de M. Jacquet le 15 septembre 2021 immédiatement complété. Monsieur le préfet a été avisé conformément à l'article L 2121-4 du Code général des collectivités territoriales et en a pris acte le 28 septembre dernier. Ainsi, M. Augereau, Mathieu, qui appartient à la liste de Mme Poupée, a accepté de siéger au sein du conseil municipal. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'écho là, c'est assez désagréable. Non, ça va? Ça va. Bon, c'est pas, donc c'est le principal. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de vote particulier, c'est juste une modification du tableau du conseil municipal. Donc un nouveau tableau a été fait, et ça se passe toujours comme cela. La nouvelle personne qui rentre au sein du conseil municipal est inscrite donc tout en dernier en fait au sein du conseil. Voilà. Donc voilà. Ça paraît cette type d'information, mais normalement vous avez dû recevoir les infos. Et après, ça entraîne des modifications concernant, donc c'est le point 3 et 4, la commission d'appel d'offres et la commission de délégation des services publics. Donc on va commencer avec la commission d'appel d'offres. Du coup, Catherine, vous avez eu le temps d'en échanger? C'est bon? Ouais. Peut-être que je peux représenter quand même la commission d'appel d'offres. Pour Mathieu, ça peut quand même être intéressant. Donc pour rappel, par délibération, t'hésites pas à poser des questions, pas de souci. Non, mais bon, c'est toujours impressionnant la première réunion de conseil. Donc pour rappel, par délibération du 15 juillet 2020, la commission d'appel d'offres suivante a été élue. Donc, on avait M. Truteau, M. Borget, M. Trichereau comme membres titulaires de la commission d'appel d'offres et de délégation de services publics. M. Baudet, M. Blanchard et M. Jacquet comme membres suppléants de la commission d'appel d'offres et de délégation de services publics. Donc je rappelle que conformément à l'article 22 du Code des marchés publics, le conseil municipal a la possibilité de créer une commission d'appel d'offres. Cette commission a l'obligation de se réunir afin de statuer sur les marchés à procédure formalisée. Donc par exemple, ça a été le cas pour la piscine, ça a été le cas pour la bibliothèque. Ce qui signifie au regard du décret numéro 2013-1259 du 27 décembre 2013 que la commission d'appel d'offres est réglementairement saisie pour les marchés de plus de 209 000 € hors taxes, pour les achats de fournitures ou prestations de services, et 5 350 000 € pour les travaux. Donc dans les communes de moins de 3 500 habitants, elles sont composées notamment du maire ou de son représentant, de 3 membres du conseil municipal élu, donc c'est le cas là, de 3 membres suppléants. Donc j'ai mentionné donc les 3
membres du conseil municipal élus qui sont titulaires, les 3 membres suppléants, et moi j'en fais partie également. Donc compte tenu de la démission du conseil municipal de M. Jacquet, il convient de le remplacer au sein de la commission d'appel d'offres en qualité de membre suppléant, en prenant en compte l'obligation de représentativité donc des groupes politiques. En sachant que lorsqu'il y a les commissions d'appel d'offres, que vous soyez titulaire ou suppléant, vous pouvez venir. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une commune de 3000 habitants. À un moment, faut être sérieux quand même. Donc, on peut ouvrir. Donc, je fais appel à candidature. Pour savoir qui souhaite remplacer Monsieur Jacquet. Donc, Catherine Poupée. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou candidates? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, Catherine Poupée est élue en qualité de membre suppléant de la commission d'appel d'offres. Voilà. Vous avez fait le compte? Oui. Oui. Donc là, on passe à la modification de la commission de délégation des services publics. Là, ces 2 commissions, en fait, elles sont obligatoires. C'est-à-dire que c'est différent des comités consultatifs. C'est une obligation, en fait, d'avoir ces 2 commissions. Les comités consultatifs, c'est pas une obligation. Donc les comités consultatifs, on va les modifier la prochaine fois, mais c'est le temps au moins de voir finalement les différents comités consultatifs et que tu nous dises finalement, enfin que vous nous disiez finalement où Mathieu souhaite siéger. Même pour nous, je l'avais dit en début du mandat, au bout de chaque année, en fait, on pouvait les revoir aussi. Parce que parfois, il y a des personnes qui ne siègent pas, parfois, il y a des personnes qui pourraient vouloir siéger. Voilà. Donc là, on se concentre uniquement sur les commissions qui sont obligatoires. Donc, commission de délégation de services publics. Pour rappel, par délibération du 15 juillet 2020, donc la commission de délégation de services publics qui avait été... la commission d'appel d'offres... Non, commission d'appel, de délégation de services publics, donc qui avait été élue. Donc M. Bernard Borger, M. Truteau, M. Jacquet, comme membres titulaires. Et M. Baudet et M. Orvaux, M. Trichereau, comme membres suppléants. Donc là, les articles différents, je ne vais pas tous les citer, du Code général des collectivités territoriales déterminent la composition et le rôle de la commission de délégation de services publics. Donc la mission, ou les missions même, de la commission de délégation de services publics, examiner les candidatures, donc garantie professionnelle et financière, respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre. Ouvrir les plis concernant les offres des candidats. Analyser les offres, émettre un avis et dresser un procès-verbal d'analyse des offres. Émettre un avis sur tout projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% du total. Les membres de la commission donc, qui sont élus donc, à la représentation, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails là pour le cas présent. Donc, dans les communes de moins de 3500 habitants, donc, elles sont composées notamment donc, du maire ou de son représentant, des 3 membres du conseil municipal élus, 2-3 membres suppléants. Compte tenu de la démission du conseil municipal de M. Jacquet, il convient de le remplacer au sein donc, de cette commission. Donc je fais appel à candidature. Donc Mathieu Augereau. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Donc s'il y a des oppositions, des abstentions, donc Mathieu Augereau est élu. Donc affaires financières. Tarification de l'assainissement 2022. Donc vous avez dû recevoir les différents documents hein, avec les coûts. Je rappelle qu'il y a à la fois une part fixe, l'abonnement, et une part variable, la consommation. Hein. Donc ça a changé avec le nouveau prestataire Suez. Hein. Donc l'idée c'était de valoriser finalement ceux qui consomment moins.
Je vais peut-être pas re-rentrer dans les détails de la tarification, à part si certains ont des questions. Pour l'année donc 2021, ce que je vous propose, c'est de ne pas modifier la participation pour l'assainissement collectif, soit 1 210 € pour tout nouveau branchement. Et je pense finalement que c'est aussi important. On a quand même une augmentation du prix du gaz là. Début d'année prochaine, on va avoir une augmentation de l'électricité. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit véritablement le bon moment. En plus, c'est même pas d'ailleurs dans notre volonté d'augmenter les taux. Voilà. Après, je me soumets ça à la discussion. Si certains veulent donner leur point de vue, il n'y a pas de problème. Non ? Lorsque la commission s'est réunie pour étudier un nouvel prestataire, donc la philosophie, la démarche, ça a été de faire que les familles qui sont économes en consommation d'eau se retrouvent aussi avec une facture allégée. Voilà. Donc c'est ça le principe. Mais par contre, l'abonnement, lui, non, l'abonnement diminué, oui, voilà, mais le mètre cube augmenté pour... et c'était basé sur un calcul de 88 mètres cubes consommation moyenne. Je rappelle. 80. Ou 80 peut-être. Oui. 80 mètres cubes. Donc voilà, on reste dans la même démarche en fait. Allez, vas-y Bernard. 40 mètres cubes, pardon. 40 mètres cubes par an et par adulte et 20 mètres cubes par an et par enfant. C'est la moyenne. Ça reste une moyenne évidemment. Donc avec le couple, oui. Mais oui, l'idée c'est de ne pas augmenter et justement de rester sur cette logique-là. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc avenant au marché de mise aux normes de la piscine municipale, et je vais laisser la parole à Monsieur Bernard Borger. Alors, donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal de l'état d'avancement des travaux pour la mise aux normes de la piscine municipale. On en parlera tout à l'heure. Ces travaux se terminent et à ce titre, des ajustements sont opérés sur 2 lots. Le lot numéro 1, un devis a été effectué par le titulaire du lot numéro 1 démolition et terrassement, l'entreprise Ouillonnet TP, et validé par le maître d'œuvre Aqua Loisirs, concernant des travaux complémentaires de terrassement pour les réseaux d'assainissement qui ne pouvaient figurer dans le marché initial. L'état du réseau souterrain n'était pas en mesure d'être diagnostiqué. Donc, la proposition de l'avenant est de 5 782,20 € TTC, avec une TVA à 20%. Et je vais vous donner des détails concernant cet avenant. Donc cet avenant numéro 1 de 5 782,50 € TTC se décompose de cette façon. Une moins-value de 600 € hors taxe correspondant à une modification de réseau eau usée prévue dans le marché et qui n'a pas été réalisée car existante. Une plus-value de 5 418,50 € hors taxe correspondant à des travaux demandés par la commune, comme par exemple le remplacement de canalisations existantes en amiante ciment et n'entrant pas dans le marché, le passage de gaines en attente profitant le déblaiement de tranchées pour les travaux, le passage de l'alimentation de l'arrosage du stade de l'Anglais à partir du forage et profitant aussi du déblaiement de tranchées pour les travaux, le démontage des clôtures existantes et des dalles en pavé, ainsi qu'une partie de la haie jouxtant le chantier. Je rappelle par ailleurs que les travaux actuels correspondent aux mises aux normes du bassin et du local technique seul. Les abords et le local des vestiaires n'entrent pas dans le marché. Ce qui nous fait donc un total de 5 418,50 € moins 600 € hors taxe, ce qui est égal à 4 818,50 € hors taxe, et donc 5 782,50 € TTC, ce qui correspond à l'avenant. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions avant de procéder au vote? Oui, juste une question, Bernard. Pourquoi au niveau du marché initial, l'état du réseau ne pouvait pas être diagnostiqué? Parce qu'en fait, il était souterrain et qu'on n'avait aucun plan de ces canalisations. Donc après, ça a été des découvertes.
notamment par exemple pour ce tuyau en amiante ciment qui correspondait au géotout à l'égout. Ok. Du coup, c'est quand même c'est embêtant parce que ça veut dire que dès le départ, on peut avoir des trucs et ensuite être obligé de ramener pas mal d'avenants et du coup, ça fait gonfler le... Pour l'instant, il y en a très peu, malgré l'ampleur du chantier, qui est quand même très très important. Moi, je trouve que pour un chantier pareil, c'est de la réno, c'est pas de la construction neuve. C'est beaucoup plus simple quand on fait du neuf que quand on fait de la réno. Mais pour l'instant, franchement, en plus, ça correspond vraiment à des demandes, comme j'ai indiqué, à des demandes. C'est-à-dire qu'on profite du chantier pour améliorer la situation au niveau des canalisations existantes, pour prévoir, j'en parlerai tout à l'heure par rapport au deuxième avenant, pour prévoir l'avenir aussi. Concrètement, c'est vraiment gênant d'ouvrir des tranchées et avant de les remplir, de ne pas s'assurer de passer des gaines en prévision. C'est un peu des détails, mais bon. Et puis après, c'est pareil, quand tu vois le coût total, 600 000 euros, un avenant de 5 000 euros, bon, rien, ça reste quand même... ça reste raisonnable. Oui, mais tu vas voir après, c'est bien. Oui. Après, c'est bien. C'est-à-dire qu'au final, c'est mieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, Henri. Oui, pour rester dans la question de Bernard, cette piscine, à l'origine, est-ce qu'il y avait des plans qui avaient été établis permettant de connaître justement toutes ces parties cachées que sont les réseaux? Non. Alors, d'autant plus que, par exemple, on a découvert l'épaisseur du béton du sol de la piscine en creusant dedans, quoi. Donc, non, il n'y avait absolument rien. Tout de moins pour les parties enterrées. Regarde, même sans aller parler d'une piscine, regarde l'évolution en 20 ans d'un plan pour une maison, quand tu fais construire. Je veux dire, entre les plans que tu avais il y a 20 ans quand tu faisais construire, même 20 ans, je dis 15 ans, et depuis, 10 ans. Ça a strictement rien à voir. Alors imagine sur des infrastructures qui ont 40 ans, 50 ans. Ça n'a rien à voir, quoi. Tu continues, Bernard? Ah oui, pardon, oui, je n'ai pas voté. On n'a pas voté. C'est mieux comme ça. Est-ce qu'il y a des oppositions par rapport à cet avenant? Des abstentions? Donc Bernard, vas-y, lot numéro 5. Donc, en ce qui concerne le numéro 5, il est proposé également un avenant au profit du titulaire du lot numéro 5, filtration et jeux, l'entreprise LJKL, est validé par le maître d'œuvre Aqua Loisirs concernant la mise aux normes des raccordements de pédiluve et la suppression de l'option de bâche isométrique sur bassin. Cet avenant correspond à un moins 21 971,87 € TTC. Donc là aussi, je vais vous donner des précisions, même si c'est toujours intéressant d'avoir un avenant à moins, évidemment. Donc, l'avenant numéro 2 de moins 21 971,87 € TTC correspond à l'opération suivante. Pour rappel, ces dernières années, la chaudière produisait seule le chauffage de l'eau de bassin et des douches, la chaudière gaz. La piscine n'était pas équipée de bâche, ainsi la chaudière fonctionnait à son plein régime en permanence durant la saison. De plus, les eaux surnageantes étaient évacuées directement au tout à l'égout à perte. Le rajout de cette perte d'eau était effectué avec l'eau du réseau d'eau potable public et donc froide. Avec les travaux de mise aux normes, ces eaux surnageantes sont récupérées et réinjectées dans le circuit, ce qui n'engendre pas de perte de température et de rajout d'eau froide. Du coup, la chaudière devrait fonctionner à 80% de sa capacité et non plus 100%. De plus, l'option bâche correspondant à l'avenant nécessite une manutention 2 fois par jour de 3 personnes. Et celle-ci, de plus, devra être renouvelée tous les 5 ans. Donc, le choix de ne pas prendre cette option a donc été pris. Par contre, l'installation en attente d'une pompe à chaleur et ou de panneaux photovoltaïques est prévue pour pallier un manque en cas de défaillance technique de la chaudière gaz, ce qui correspond aussi à notre politique prévue dans notre programme d'installer des systèmes d'énergie renouvelable sur les bâtiments communaux. Est-ce qu'il y a des questions pour ce deuxième avenant? Oui, moi j'ai une question justement par rapport au solaire. Donc, il va y avoir des panneaux solaires a priori de poser dans quelques temps? Non, j'ai bien dit que c'était en attente. Oui, en attente. Mais là aussi c'est pareil, il faut travailler un petit peu intelligemment. Pendant les travaux, on s'arrange pour mettre des raccordements en attente au cas où. D'accord. Oui, parce que mais là, pour l'instant, on en est là. Parce que là, c'est au gaz, on voit bien. La chaudière, elle est au gaz. Oui. Okay.
Et c'était pas envisageable de le faire dès maintenant, des panneaux solaires ou quelque chose de plus... C'est ce que je viens de dire. On prévoit l'installation d'une pompe à chaleur éventuelle, Oui. de panneaux photovoltaïques éventuels, en cas de défaillance de la chaudière gaz ou en cas de décision d'arrêter le gaz. Donc ma Et puis question après, c'était... par rapport aux panneaux photovoltaïques, en fait, il faut attendre, parce que souvent c'est des dossiers qui sont montés avec le CIDEV. D'accord. Et Il faut du du coup, il y a un temps. Et, Voilà, ma question c'était pourquoi pas maintenant, Bernard. J'avais Voilà. bien compris que c'était en prévision, mais... Ok. Franchement, cette chaudière gaz, elle a 3 ans, je crois, 3-4 ans, pas plus. Ça serait dommage, même si je sais qu'évidemment le coût du gaz fait que ça augmente. Bon, après, ça fonctionne que pendant 3 mois, 3-4 mois. mais par contre, c'est vrai que c'est important, c'est important de l'avoir souligné, d'avoir anticipé pour justement changer le mode d'énergie, que ce soit pompe à chaleur. Et après, par rapport au CIDEV. Mais là, c'est une discussion qu'on doit engager avec le CIDEV. Parce qu'il y avait, il y a cette question des panneaux photovoltaïques. On fait une première proposition sur un bâtiment, ça ne nous semble pas opportun. Donc on va voir par rapport à la piscine et puis du coup on reviendra vers vous à ce moment-là. Mais de toute façon, c'est une logique d'ensemble sur les infrastructures. On voit bien que on est dans cette transition énergétique à l'échelle mondiale et qu'il faut qu'on change nos modes de consommation. Donc il faut les anticiper et il faut les préparer pour la suite. Et c'est vrai que on a Francis qui nous le rappelle, pas chaque semaine, mais toutes les 2 semaines, finalement, et il a raison. Il a raison. Donc on a ça en tête. Après, ça va se faire, mais il faut un petit peu de temps, c'est tout. Un truc, moi. C'est une bonne réflexion hein, du fait que le gaz augmente, mais en fait, il y a quand même 2 économies d'énergie sur ces travaux. Parce qu'on a une eau qui a débordement qui va être recyclée à température. Donc déjà, ça va économiser de l'énergie sur la chaudière. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas de rajout d'eau de la SOR également à payer. C'est ça, quoi, en gros. Donc ça peut compenser aussi cette augmentation du gaz, là. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'était plus la temporalité, je crois. C'est exactement ça. Non, mais j'avais bien noté effectivement que l'effort est fait sur le développement durable et le recyclage de l'eau et tout ça. Enfin, franchement, c'est dans l'air du temps. Heureusement qu'on Après, accède à ça. Et Puis après, il y a un volet c'est très bien. économique aussi. Hein. Comment ? Après, il y a aussi le volet économique, parce que Ah mine oui, de oui, rien, non, mais, derrière... c'est vrai qu'on fait aussi des économies quand on fait de l'écologie. Hein, ouais, il y a c'est pas ça. de- Ouais, les deux s'opposent pas, en fait. Ouais, Ouais, tout à fait. c'est ça. Oui, lors de la dernière réunion de chantier, justement, cette question a été évoquée, et d'utiliser justement la toiture de la piscine qui offrait cette possibilité d'avoir l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc, voilà, c'est pertinent d'utiliser cette surface. Techniquement, c'est le bâtiment le plus approprié dans tous les bâtiments qu'on peut avoir. Donc ça serait l'occasion effectivement d'installer ce genre de système sur ce bâtiment-là en premier, ce qui engendrerait après des réflexions sur les autres, évidemment. Je viens juste d'y penser, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne sais pas si c'est possible, mais récupérer l'eau de pluie pour remplir la piscine à un moment ? Pour éviter payer l'eau de la SOR. Sanitairement, je ne peux pas te répondre. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que sanitairement c'est faisable ? Je ne sais pas. Après, on ne peut pas le faire demain, mais ça, enfin voilà, c'est Mais peut-être aussi une réflexion. donc, je sais bien qu'il y a une partie de la pluie qui n'est pas récupérée, mais étant donné qu'elle est ouverte. C'est vrai aussi. Oui, mais l'eau, quand elle est concentrée sur les toits, on en récupère plus que goutte à goutte. D'accord. La pluie. Oui, C'est ça. non, mais ça, d'accord. Oui, non, mais excuse-moi. Parfois, je suis un peu basique, hein, mais voilà. Non, mais pour qu'on puisse réutiliser l'eau, qu'on la traite et puis voilà, l'eau. Bon, je pense que d'utiliser la SOR, quoi. C'était juste. Je pense que la question, Bernard va s'y pencher, on regardera. Après, évidemment, ça peut pas être fait demain, mais voilà, c'est une réflexion que j'ai maintenant. Je vous en fais De pas. toute façon, l'eau de pluie qui tombe sur un sol, sur une surface, ça correspond à 1 mètre cube. Voilà, point. Qu'elle tombe sur un toit ou qu'elle tombe dans la piscine directement. Voilà. Là, c'est vrai que pour l'instant, on est plus concentré sur le mode de chauffage. Mais tout va venir.
Des questions? Mathieu? Oui, moi c'était plus, enfin c'est pas forcément une question, c'était plus une observation. Je reviens sur le photovoltaïque. Ce qui serait pas plus intéressant à terme, alors après, c'est d'utiliser la toiture de la salle des fêtes, qui propose une surface beaucoup plus grande, pour justement à terme alimenter les 2 bâtiments. Alors, j'ai la réponse aussi. C'est qu'en fait, du temps de Joseph, il y avait eu des études qui avaient été réalisées et il s'avère que sur la salle des fêtes, effectivement, il y a une surface énorme, sauf qu'elle est mal orientée et la pente n'est pas bonne. Donc, techniquement, à l'époque, ce n'était pas possible. Maintenant, il se peut que les matériaux aient évolué par rapport à l'ensoleillement, mais à l'époque, ce n'était pas possible. C'est bien dommage que sur la toiture, on aurait bien eu besoin. Et puis quand on avait fait l'étude de faisabilité là, sous le mandat de Joseph, pour voir si on pouvait pas basculer vers une salle, en tout cas modification de la salle, voire peut-être une salle de spectacle, si on commençait à mettre le petit doigt dans la toiture, là ça coûtait hyper cher. C'est-à-dire que la toiture, il n'y a pas que la question, il y a une vraie interrogation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va commencer à toucher à la toiture, ça va coûter beaucoup d'argent parce qu'il y a l'amiante. Et à un moment donné, il va bien falloir. Alors on peut dire oui, on la laisse, puis on n'y touche pas. Mais sauf que s'il y a une réhabilitation d'ensemble, la question elle va forcément se poser. Et c'est quand même délicat de poser des panneaux photovoltaïques alors qu'on a cette épée de Damoclès finalement de cette toiture de la salle polyvalente. Question qui se pose pas finalement pour les vestiaires en fait de la piscine. Voilà. Je peux d'autant plus en parler que j'étais adjoint bâtiment à l'époque et que du coup j'avais été en lien pour c'était Vendée oh mince. Ouais, enfin bref, on avait travaillé sur le rapport de Fezé. On avait travaillé d'ailleurs avec le CIDEV aussi pour voir si on pouvait mettre des panneaux photovoltaïques. Voilà. D'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a des oppositions par rapport à cet avenant pour le lot 5? Est-ce qu'il y en a qui veulent payer plus? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et je vais laisser pour le point 7 la parole à Jam Truteau. Oui. Donc il s'agit du déclassement d'un chemin du domaine public, le chemin de la Roussière. Attends. Il y a l'impression qu'il y a un problème. Il y a un problème ou pas? C'est 7. Bon, est-ce qu'on est d'accord au moins sur le point? Déclassement du domaine public d'un chemin. Oui, c'est bien ça. Bon. Ah. Bon. Puisque les 2 commissions ont été intégrées en un seul point. Donc c'est bien le point 7 sur l'ordre du jour par contre. Bon, on parle de la même chose, proposition de validation d'une procédure d'enquête publique. On a eu chaud, mais c'est bon. C'est bon. Allez, vas-y. Donc il s'avère que ce chemin est à l'abandon, sauf aux deux extrémités, parce qu'il y a des propriétés qui les entretiennent. De plus, M. Castron aimerait acquérir une partie de ce chemin pour agrandir ses box par l'arrière, pour son activité, faire une activité de couchage par rapport à sa discothèque, pour faire des séminaires, des choses comme ça. Donc l'agrandissement peut se faire que par derrière pour ne pas modifier sa façade intérieure. Donc voilà. Et ensuite, donc, il est donc envisagé de déclasser ce chemin dans le domaine privé de la commune afin de procéder à la vente au profit des différents acquéreurs plus tard. Voilà. Donc il est proposé d'approuver le lancement de la procédure d'enquête publique prévue par le Code de la voirie routière et préalable au déclassement du domaine public du chemin de la Roussière afin de permettre la cession foncière aux riverains intéressés, d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de l'enquête publique et notamment la constitution du dossier d'enquête publique, la désignation du commissaire enquêteur et l'ouverture de l'enquête publique et les mesures de publicité à accomplir. Je te remercie, Jam. Là, juste pour le plan, pour que vous puissiez vous situer là. Hop. Alors, le manoir est là.
C'est pas pratique votre souris. Donc, C'est le matériel de la mairie. c'est le matériel de la mairie. Et donc en fait, donc là c'est le manoir qui se trouve ici, et vous avez un chemin. Donc, donc sur le cadastre ça apparaît bien. Sauf que dans les faits là où par exemple où je mets ma souris, on peut pas accéder là. Donc c'est un terrain qui est laissé un peu à l'abandon. Enfin pas à l'abandon, mais en tout cas qui n'est pas utilisé. Vous connaissez l'actualité par rapport à tout ce qui a concerné les discothèques. On peut comprendre qu'il y a une volonté à un moment donné de diversifier finalement l'activité, transformer les box pour en faire des chambres, pour pouvoir, par exemple, pour accueillir des mariages. Après, la demande est légitime, sauf que tout autour là de ce chemin, il y a 4 propriétaires différents. Ça résonne. Donc il y a 4 propriétaires différents. Et il faut qu'il y ait quand même une base juridique, quoi. Donc d'où l'intérêt de passer par cette enquête publique. Il y aura le retour du commissaire enquêteur et derrière, il rendra ses conclusions et on pourra s'appuyer sur cette base-là pour faire le partage. Parce que autrement, si on se commence à aller dans un partage à l'amiable, quand il suffit qu'il y ait des ventes après de maisons, tout ça, c'est la porte ouverte à ce qu'il y ait des problèmes derrière. Voilà. Dans l'état actuel, à un moment on avait réfléchi à en faire une liaison douce, mais l'opportunité pas forcément évidente parce que c'est pas un quartier qui est hyper passager et en même temps il peut y avoir une utilité pour à la fois différents propriétaires. Vous prenez par exemple les maisons qui se trouvent ici peuvent avoir un intérêt pour accéder finalement à leur maison. Et puis il peut y avoir aussi un intérêt pour l'activité économique. Mais je trouve que c'est plus sécurisant de s'appuyer sur un commissaire enquêteur. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, pour avoir été sur place, me rendre compte, parce qu'un... Oui, je suis allé voir sur place un petit peu de quoi il s'agissait quand même. Et effectivement, donc c'est un chemin qui est actuellement, oui, la végétation prend le dessus, puis les arbres aussi. Et je me suis dit, il avait un caractère quand même malgré tout pittoresque. Et quelque part, voilà, j'avais ce caractère pittoresque. Mais également, le chemin de la Roussière délimite aussi une zone qui, elle, est tout à fait bien entretenue, puisque dans la question suivante, quand il y a à la question 9, c'est aussi un bout de chemin des Roussières. Donc le chemin des Roussières a une partie effectivement végétalisée qui le rend impraticable pour des véhicules, mais une autre partie qui, elle, est parfaitement gravée. Non, on n'est pas du tout au même endroit dans le point 9. On n'est pas au même endroit, Henri, là. Chemin de la Roussière. Alors, attends, 2 secondes. Henri. Oui, vas-y. Là, on est en train de parler de ce chemin, là, je suis d'accord. Non, mais ça, je sais, tu connais comme moi, et même mieux, finalement, je pense, les coins. Sauf que là, ce dont on parle, c'est ici, là. Oui, je sais. Mais donc, c'est la dénomination. Ah oui, c'est la dénomination, oui. Parce qu'autrement, au niveau de la physionomie, ça n'a rien à voir. Exact. C'est ce que je faisais remarquer, qu'il y a une partie qui est complètement différente. Et donc, dans la question qui est proposée, ça risque de toucher aussi tout l'ensemble de la dénomination de ce chemin. Donc, faudrait-il déjà le délimiter, un commencement, une fin. N'est-ce pas? Pour la vie d'enquête. Voilà. Après, honnêtement, la dénomination, c'est certainement ce qui est le plus simple. Là où, à mon avis, il y a un vrai travail, et d'où l'intérêt du commissaire enquêteur, c'est qu'il rende ses conclusions et finalement comment on articule le partage de ce chemin entre les 4 propriétaires. Voilà. C'est plus ça en fait. Il faut connaître l'intention des 4 propriétaires. Donc il y en a un qui sait, oui, des 4 propriétaires. La société Casseron, donc, qui envisage d'agrandir ces box pour en faire un habitat, un accueil, n'est-ce pas? Donc
C'est quand même une largeur assez limitée aussi pour faire un logement. Non, mais c'est des couchages, en fait. Oui, couchage de... C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui se passe... Couchage de cavalier, couchage de... Non, c'est des vraies chambres, hein, mais Des c'est une vraies chambres. chambre. Non, parce qu'il fait aussi dans l'équitation Après- avant. Oui, non, mais là, c'est des chambres pour des mariages, en fait. Et là, ça manque un peu de largeur. C'est-à-dire qu'il n'utilisera même pas forcément il n'en utilisera pas la totalité du chemin. Mais il a besoin d'avoir un peu de ce chemin pour élargir justement les box, pour se retrouver avec des chambres confortables, quoi. C'est tout. C'est-à-dire, si tu veux compléter, Jeanne. Tout en sachant que Martial est propriétaire d'une parcelle en face, la N89 Oui, donc, est à lui. Hein. Donc après, il y aurait sûrement un échange avec M. Champeau, mais ça après, ça sera leur salade à eux. Avec la N88, Martial reviendrait sur le bord et M. Champeau prendrait... Ça après, c'est eux qui vont... Il faut laisser passer le commissaire enquêteur avant. Hein, moi, je pense que je suis d'accord. Moi, je serais d'accord. Je suis d'accord pour qu'il y ait une commission, que le commissaire enquêteur fasse la démarche, et que ce soit juridiquement, que la commune ne se retrouve pas dans une situation de porte-à-faux. Il faut s'appuyer sur des bases solides, c'est ça. Voilà, uniquement cette question. Après le devenir, personnellement, je souhaiterais qu'il reste végétalisé, nature, voilà, un chemin piétonné, liaison douce, caractère pittoresque, voilà. C'est pas que je m'oppose Oui, mais je sais bien. à la question à la volonté de faire d'agrandissement de locaux pour avoir un meilleur accueil et d'hébergement. Après, on serait dans un endroit... Après, j'entends. Après, on serait dans un endroit hyper passager. Ok. Honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'il y ait énormément de monde qui passe. Des endroits pittoresques et jolis, je pense qu'il y en a quand même un certain nombre sur la commune. Et puis, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours la complexité, ça. Finalement, la ruralité telle qu'elle est, mais en même temps, faut pas qu'on la mette sous cloche non plus, quoi. Faut quand même qu'elle puisse évoluer et en fonction des demandes. Mais il faut faire attention aussi, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent. Après, si on fait une enquête publique, c'est parce que derrière, on est plutôt, on est favorable finalement à la demande de Monsieur Casseron. On se rend compte que ça pose aussi quand même des soucis. Enfin, des soucis. C'est quand même un peu bizarre, là. C'est-à-dire qu'on a un chemin. Moi, la première fois, je vais raconter une histoire, là, pour le coup. La première fois que j'ai vu ce chemin, parce que je faisais un tour des propriétés communales, donc j'étais avec Jacques, là, et on s'arrête là, et il me dit, ben voilà, ça c'est le chemin communal. Ben, je peux vous assurer que c'est très bizarre. Hein. Les premiers pas que j'ai faits, j'avais l'impression de rentrer dans la propriété de quelqu'un. Parce que vous avez les maisons qui sont juste là. Et c'est un peu gênant, je trouve. Je trouve que c'est un peu gênant. Donc il y a ces différentes problématiques. Après, pour avoir quelque chose avec des bases solides, on passe par une enquête publique et puis on verra. On verra ce qu'il nous dira. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Les oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. Donc on passe au point 8 de l'ordre du jour. Déclassement d'un délaissé du domaine public au Simon. Alors, pour ceux qui étaient élus dans le précédent mandat, on avait déjà passé une délibération en 2015. Mais en fait, il aurait fallu qu'on en fasse deux. Il aurait fallu en faire une pour le déclassement du chemin, une pour avoir l'avis des domaines, et puis après faire justement la vente et les échanges. Et le problème, c'est qu'on a fait les deux en même temps. Et ça pose un problème derrière. On n'a pas l'avis des domaines, ça c'est un problème, parce que ça reste du domaine public, donc on ne peut pas vendre comme ça du domaine public sans avoir l'avis des domaines. Et ça pose aussi un souci d'avoir deux délibérations en une délibération, en particulier pour le notaire derrière. Voilà. Vous voyez où c'est ou pas du tout? Pas du tout. Donc on est toujours aussi. Alors on n'est plus à la Vineuse, on est au Simon. Voilà. Donc c'est la propriété donc de Monsieur Chausson. Je rappelle un petit peu les choses. Donc les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leur établissement public et de leur groupement sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent être vendus sans avoir été préalablement désaffectés et déclassés.
En général, le bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement. Donc c'est ce qui n'existe pas là. Là, si vous regardez, donc avec cette vision Google Earth, là, on voit finalement que on a l'impression que c'est la même propriété finalement. Il y a certes sur le cadastre un chemin, mais qui est absolument plus du tout utilisé. On n'a pas vu de voiture depuis, je pense, un certain moment à cet endroit. Mais pour les délaissés de voirie, un déclassement de fait sans intervention d'un acte administratif de la collectivité propriétaire est possible. La disparition de la domanialité publique refuse du fait que ces terrains, places, rues et impasses ne sont plus utilisés pour la circulation. Donc une délibération, ce qu'on est en train de faire, suffit pour le déclassement de fait d'un délaissé de voirie. Il est proposé d'appliquer cette procédure concernant un délaissé de voirie au Simon. Cette délibération est la première étape de la régularisation d'une propriété. À l'usage, comme le montre la photo aérienne, cette voie publique n'a plus d'usage public et doit être considérée comme désaffectée de son usage d'origine. Après, je peux expliquer la suite, même si ce n'est pas aujourd'hui. Donc là, on se retrouve avec du domaine public. L'église. Ah oui, elle est là. Elle est là l'église. Elle est là l'église. Donc il y a une partie, c'est un des deux là qui appartient à Monsieur Chausson, Voilà, ça appartient à Monsieur Chausson. Et voilà, et c'est de la route. Ouais. Et puis il y a un autre côté où là du coup ça appartient à la commune, mais c'est chez Monsieur Chausson. Donc c'est pas très pratique en fait. Je reprends. Là, en fait, vous avez une partie qui est sur la route et qui appartient à Monsieur Chausson. Et là, vous avez une partie de jardin, mais qui appartient à la mairie. Donc en fait, c'est pas très logique. Donc on va faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on déclasse d'abord ça. Et puis après, il y aura un échange de terrain pour qu'on se retrouve avec des limites de propriété qui correspondent à la réalité sur le terrain. Là, en fait, aujourd'hui, c'est comme si M. Chausson possédait une partie de la route. C'est ça, en fait. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour avoir été sur place, encore... Et tu te rends compte que grâce à nous, tu fais de la marche à pied? Je connaissais déjà ce coin, mais là, c'est vrai que ça permet de fouiller un peu plus. Là déjà, l'accès à ce petit bout de chemin est impossible puisqu'il y a déjà un portail. Donc, de fait, il est déjà intégré dans la propriété. Donc, la solution proposée me semble tout à fait cohérente. Et donc, ça va, c'est OK. Bon. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas de remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc on va passer au point suivant. Et donc je vous dis, je vous ai déjà donné les prochaines étapes là, pour la suite. Alors le point 9 de l'ordre du jour. Proposition de servitude d'accès sur une parcelle de la commune, donc à la Vineuse. C'est bien ça, oui. Je vous présente d'abord, après je vous lirai la délibération. Donc on est en effet... Donc, chemin de la Roussière, là. Et le chemin dont on parlait juste avant, il est ici, là. On descend par là. Bon. Là, on se retrouve avec un propriétaire. Et tout autour, là, ce qui est en rouge, c'est du domaine public. Même si c'est rien du tout, finalement. C'est une toute petite bande. Au final, on se retrouve avec une parcelle qui est enclavée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas accès au domaine public. Et là, la délibération, c'est de voter pour lui donner un accès au domaine public, parce qu'il a projet de construire donc, une maison, et donc 2 maisons même, et donc il y ait un accès donc, sur le 190, enfin, passer sur le 197 et passer sur le 198, c'est-à-dire dans les 2 cas, pouvoir accéder à la route. Ce qui est mieux. Est-ce qu'il y a des questions là au préalable avant que je lise la délibération ? Oui, Henri. Là, avec dans la petite cabane, enfin la petite... Le 151, non? Non, le 201. Ah oui, d'accord, l'abri de bus. Cet abri là.
Il y a la clôture de la propriété, donc numéro je ne sais plus combien là-bas, dépasse l'alignement de cette construction. Donc, est-ce que la ligne rouge proposée va faire reculer cette délimitation ? En fait, le souci, là, c'est que ces problèmes-là, ça paraît rien, mais on en a un certain nombre sur la commune. Donc là, non mais c'est vrai, pour plein de raisons, enfin X ou Y, c'est pas la responsabilité de quelqu'un en particulier, c'est la responsabilité de tout le monde et personne en fait. Et on se retrouve dans ces situations donc là on les prend au cas par cas. Ceci étant, il y a certaines communes qui ont embauché quelqu'un sur une personne une durée déterminée là pour régulariser ce genre de problèmes, parce que c'est vrai qu'on en a un certain nombre. Et plus on avance et plus on en trouve, ce qui est normal au final. Et puis parfois c'est des choses qui sont assez anciennes. Parfois on a même eu des maisons qui ont été vendues en ayant le problème. Donc chaque chose en son temps. Voilà, j'ai bien entendu ta remarque. On va essayer de voir déjà là pour l'accès au chemin. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Ah oui, j'ai pas lu je peux lire quand même la délibération, ce sera mieux. Dans le cadre d'une division parcellaire dans le secteur de la Vineuse, la configuration cadastrale ne permet pas l'accès à l'arrière du terrain en raison de l'existence de la propriété communale, donc numéro 197, 198 et 199, entourant la propriété divisée numéro 196. Ainsi, pour permettre l'entrée sur la partie arrière de la parcelle numéro 196, appartenant à M. Romain Vanodenov, il conviendrait d'autoriser une servitude de passage de véhicules sur la parcelle communale numéro 198 et 197, dans la continuité de la parcelle divisée sur une longueur de 15 mètres de long, à partir de la parcelle numéro 199, et sur toute sa largeur pour une durée de 30 ans. Délai légal, pas fixé comme ça une date, une durée au doigt mouillé. Donc la parcelle 197 comportant des ouvrages publics doit être considérée comme le domaine public cadastré et donc imprescriptible et inaliénable. Donc voilà, je voulais juste que vous vous prononciez pour savoir si vous accordiez une servitude de passage. J'ai préféré expliquer en amont, plus simple. Parce que parfois les délibérations c'est un peu jargonneux. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc on va passer au point suivant. Donc ce point 10 de l'ordre du jour, vente d'une parcelle, lotissement Les Coteaux du Magny 2. Donc il y a une parcelle. Donc là il s'agit du lot numéro 20, d'une surface totale de 442 mètres carrés, donc, qui concerne la demande de monsieur et madame Créac, Bernard et Brigitte. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 11. Donc, mise en enquête publique par le Conseil régional des Pays de la Loire du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, plus communément appelé SRADET. Donc, la loi NOTRe du 7 août 2015 a confié aux régions l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Je vais lire la délibération après. Le SRADET, c'est un peu comme le SCOT au niveau de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'on fixe les orientations là, importantes. On fait un point d'étape en fait pour voir comment est la région Pays de la Loire et on fixe des objectifs. Par exemple, ça peut être, je prends ça au hasard, renforcer la centralité de certains bourgs ruraux, par exemple. Et donc finalement, qu'est-ce que l'on met en place derrière ? Ça doit se matérialiser après derrière sur une politique. Donc ça peut être par exemple la politique, le pacte pour la ruralité, avec des aides directes pour certaines communes qui rentrent dans ce cadre-là. Donc c'est une étape importante donc, dans l'élaboration de ce nouveau projet de territoire qui a été franchi, puisque le projet de schéma des Pays de la Loire a été arrêté à la session du Conseil régional des 16 et 17 décembre 2020.
Donc il a été le fruit d'une démarche prospective et concertée. Ce schéma régional d'aménagement identifie les grands défis qui se présentent au Pays de la Loire et définit une stratégie collective pour préparer dès aujourd'hui les Pays de la Loire de demain. Son élaboration a été guidée par un principe de responsabilité et de confiance envers les acteurs du territoire dans la mise en œuvre d'objectifs ambitieux avec le soutien de la région. Après, je ne fais que contenter de lire ce que la région nous a envoyé. Après la consultation donc, des personnes publiques associées en début d'année, ce schéma régional est soumis à une enquête publique entre le 13 septembre et 15 octobre 2020 et le dossier est accessible sur le lien que vous avez dû recevoir. Vous avez peut-être regardé. Donc là, l'idée, c'est de savoir si vous avez des remarques à faire. Pardon ? Mais quand on voit déjà un SCOT, ce que ça fait en nombre de pages au niveau d'une côté de commune, et imagine pour une région. Ouais. Oui, vous avez un document 1000 pages. Avec les annexes, ouais. C'est ça. Mais là, c'est pareil, c'est une inflation qu'il y a dans tous les domaines. Quand tu vois les actes de vente, parfois pour certains terrains, chez un notaire, c'est impressionnant. Maintenant, on ne donne plus en format papier, on te l'envoie en version numérique. Et heureusement, parce que dans certains coins, il n'y aurait plus de forêt. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Je vous remercie. Et donc, on passe... on arrive au dernier point. Donc, compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations accordées donc, au maire. Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Avant de vous laisser la parole sur des questions diverses, donc suite au 2 octobre, donc le centenaire, le feu d'artifice n'a pas pu se faire et Mélomania n'a pas pu jouer tous les morceaux qu'ils avaient prévus. Donc le feu d'artifice il sera décalé le 11 novembre, donc à 20h. C'est-à-dire qu'on reste dans cette logique de Clémenceau, donc 11 novembre. Tout le monde sait ce que c'est, et donc du coup il y a un lien avec Clémenceau. Et donc on fera donc la cérémonie au Simon Lavineuse, la cérémonie à Saint-Hermine, et enfin au monument aux morts de Saint-Hermine, et devant le monument Clémenceau. Et là pour le coup, Mélomania jouera l'intégralité des morceaux qui étaient prévus le samedi matin, et la chorale interviendra pour le vin d'honneur qui se déroulera sous les Halles. Voilà, pour que finalement parce que finalement ce centenaire il n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu les associations, et donc il faut les respecter pour leur engagement, pour le travail qu'elles ont fait. Et donc du coup l'idée c'est de finir proprement ce centenaire. Et donc de permettre finalement à Mélomania de jouer et de chanter l'intégralité des morceaux qu'ils avaient travaillés, et le feu d'artifice le faire dans un délai relativement restreint, donc ça sera dans un mois, parce que c'est important. Ça fait presque 2 ans, enfin ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de feu d'artifice sur Saint-Hermine. Voilà. Je veux juste laisser la parole à Francis et après vous pourrez poser des questions diverses si vous en avez. Juste, excuse-moi Philippe, ça sera le samedi 13 novembre alors pour Mélomania? Non, ça sera le 11 novembre, le matin.
D'accord, non mais tu avais parlé de samedi, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Ok, merci. D'accord. Bon, je pense que Bernard sait que l'armistice, c'est pas le 13. Samedi 2. Problème d'audition, ça peut arriver. Hein. Oui, moi j'avais deux petites informations à apporter. Dimanche dernier, on a annulé le marché des producteurs. En fait, samedi, sous les Halles, pendant le banquet républicain, il faisait la tempête. Donc on s'est en petit comité beaucoup interrogé par rapport au lendemain. On a regardé la météo sur Internet et il s'avérait qu'ils annonçaient de la tempête, des vents à 70 km/h et un taux d'humidité à 80 ou 90. Donc on s'est dit ça va être la tempête demain matin. Donc sur les coups de 23 heures, on a pris la décision d'annuler le marché du lendemain. Donc les exposants ont été prévenus, il n'y a pas eu de problème. Il faut que tu rappelles qu'il y avait 5 exposants qui ne devaient pas venir, qui t'avaient appelé pour dire qu'ils ne venaient pas. Déjà c'était un petit marché parce que d'habitude on a 22, 23, 24 exposants et là il y en avait déjà 5 qui ne pouvaient pas venir pour diverses raisons. Souvent c'est parce qu'ils sont en vacances à ce moment-là, parce qu'ils ont travaillé bien l'été. Donc ils se prennent des vacances à l'automne, ce qui est normal. Donc on a décidé de reporter ce marché des producteurs, enfin marché des producteurs, marché de l'artisanat local et marché des métiers de bouche, je précise bien. Et donc on le reporte à dimanche prochain, le 10 octobre. Donc on aura bien un marché des producteurs dimanche prochain. Ça c'était la première info. Et la deuxième, c'est que le vendredi 15 octobre sur le marché des Halles hebdomadaire, la municipalité offrira un verre de l'amitié à 11h30 pour remercier les marchands et pour remercier la clientèle qui de Saint-Hermine, mais aussi des gens des communes alentours, parce que toutes les semaines, on voit des gens de Saint-Juir, de Tiré, de la Chapelle-Témère, de Saint-Étienne-de-Brie, etc. Voilà, donc vendredi 15 à 11h30, un petit verre de l'amitié sera offert par la municipalité. Voilà, c'est tout. Il y a le pass sanitaire. Toujours. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Moi, j'ai une question. Pardon. Au Mani, à l'Y, il y a eu des travaux de fait. Voilà. Je voulais savoir, il n'y a plus de rond-point, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jam, tu veux répondre? Le rond-point va revenir, mais comme il va y avoir des effacements de réseau, il va y avoir d'autres travaux qui vont s'effectuer. Nous, comme la commune a acheté, tu sais, aussi un petit coin du terrain qu'on va raboter, donc on attend tout ça pour finaliser. Et là, c'est pas la commune qui a fait les travaux, c'est la Comcom. Donc voilà. Et la pointe de l'Y, qu'on va officiellement l'acheter, dites dans très peu de temps, j'ai plus la date là, mais courant novembre. Voilà. Ouais, parce qu'il avait été question à un moment de retravailler sur ce petit carrefour qui était assez dangereux. Les gens prenaient n'importe comment là. Donc je voulais savoir si c'était dans les tiroirs. Ouais, c'est ça. Ah oui, on change pas d'idée. Okay. On change pas d'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Bah, il est 8h. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.